Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'accueil familial au quotidien. Maman chat. Valérie Pierron. Je suis mère de 6 enfants. Avant d'être assistante familiale, j'étais infirmière. J'ai accueilli Danny en janvier 2006. C'était mon premier accueil. Il avait 5 ans, et arrivait de la pouponnière où il était resté 9 mois. Il a maintenant 16 ans. C'est un enfant qui est atteint d'une hémiparésie, de lésions au cerveau et d'une déficience intellectuelle conséquente à des troubles psychologiques. Il se présentait comme un tout petit enfant, marchant à peine et ne disant que quelques mots. Il n'était pas propre, et s'automutilait énormément. Il avait une croûte au milieu du front tant il se frappait la tête contre le mur, le sol, enfin partout où il pouvait se frapper. C'était un enfant abandonnique, très accroché à moi. Tout au début, il ne pouvait pas me quitter un instant. Chaque situation nouvelle provoquait des crises, il hurlait. Il était tout le temps en insécurité. C'était difficile, il griffait, mordait, arrachait les cheveux des enfants. Un petit enfant sauvage, disait le rapport de l'IME qu'il a accueilli 15 jours après son arrivée. Pendant des années, il a fallu une surveillance constante car il agressait les plus petits. Et puis il faisait de même avec mes dernières filles qui avaient alors 6 et 8 ans, bien qu'il soit petit pour son âge. On aurait dit qu'il avait 3 ans. Le médecin parlait de nanisme psychosocial. Même s'il nous agressait, il avait aussi un côté très câlin, très attachant car il cherchait de l'attention. Il ne pouvait pas contrôler son agressivité. Aujourd'hui encore, il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Avec les animaux, c'est pareil. Il les serre très fort et leur fait du mal. Les animaux doivent avoir un 6e sens car ils ne lui font rien. Il a été jusqu'à tuer le cochon d'Inde de ma fille, qui venait de l'avoir pour son anniversaire. Je ne pense pas qu'il voulait le tuer, mais il l'a tellement malaxé que la pauvre bête n'a pas résisté. Malgré tout cela, vu son histoire, on a une grande empathie et l'on excuse ses comportements parce que l'on se rend bien compte qu'il n'en est pas responsable, qu'il n'a pas une volonté de faire du mal. Je pense que toute la famille avait cet état d'esprit. Ma fille de 14 ans à l'époque était une vraie petite maman avec lui. Encore aujourd'hui, ils ont une relation très particulière. Il y avait beaucoup de maternage à donner. C'est comme si j'avais accueilli un petit enfant de 12 mois. Il avait une manière violente de donner des câlins. Pendant longtemps il a tapé sa tête contre ma cuisse ou mettait son front contre le mien. Quand il avait une contrariété, il se frappait la tête. La frustration était impossible à gérer. Les émotions passaient aussi par la tête. Il était en sang tout le temps. On en a beaucoup parlé avec la psychologue du service et l'on a mis en place une stratégie. Quand il voulait se frapper, il le faisait contre un coussin. Pendant un bon moment, il l'a utilisé. Il y a eu une accroche assez rapide car quand on le portait, le maternait, le lavait et qu'il montrait de l'attachement, on était dans la réciprocité. S'il n'avait rien montré, peut-être que cela aurait été moins facile. Mais du fait qu'il demandait des câlins, qu'il y avait des périodes où il était rieur, il chahutait, cela a permis qu'il se crée une attache. Pour l'alimentation, on a dû mettre des stratégies en place. Déjà quand il est arrivé, il ne savait pas ce que c'était de cuisiner. À la pouponnière, le plateau arrivait avec les plats déjà préparés. Mettre la table était impossible car il hurlait jusqu'à ce que le repas soit là. On mettait la table à la dernière minute. Après, il a fallu que l'on amène l'assiette à la bonne température car si on l'amenait trop chaude, il se jetait dessus. Il ne pouvait pas attendre et se brûlait. Il a fallu aussi lui faire découvrir tous les aliments, lui montrer comment je les préparais. Il mangeait à une vitesse folle, tout de suite. Alors on faisait attention à ne pas apporter tout en même temps, parce qu'il en voulait encore, n'ayant pas la sensation de satiété. Maintenant encore, quand il boit, on dirait qu'il n'y a pas de déglutition et pourtant il ne fait pas de fausse route. À l'IME, ils utilisent un timer. Alors on a aussi utilisé cette horloge. Au début il hurlait beaucoup car il ne supportait pas que 2 univers se croisent, c'est-à-dire qu'entre l'IME et nous et sa maman, il ne fallait pas que les univers se croisent, c'était compliqué pour lui. Le langage s'est mis en place assez vite.
Il ne parle pas trop mal et apprend des phrases toutes faites qu'il entend à la télévision ou dans des livres, et qu'il répète toujours à bon escient. Il parle moins bien maintenant à cause des traitements, et il bave beaucoup. Pendant quelques années, il n'a pas eu de traitement. Les traitements ont été mis en place car il avait un sommeil complètement perturbé. À 4 heures du matin, je l'entendais qui se balançait. Il ne se levait pas mais il était réveillé et le matin je n'arrivais plus à le lever pour aller à l'IME. Petit à petit, il a fallu augmenter les traitements à cause de son agressivité. Maintenant il a des dos assez élevés qui lui permettent de mieux appréhender ses angoisses, mais en même temps cela provoque un déficit physique. Les traitements accentuent l'hémiparésie. Il n'arrive plus à bien fermer la bouche et ne déglutit plus du tout. On en est à une paire de litres de bave dans une journée. Comme il est encore très câlin, il nous en met partout quand il nous fait des bisous. C'est vrai qu'il faut être attaché à Dany pour supporter tout cela. Si pour mon mari et moi, quand on est seul, ça va, mes enfants commencent à avoir un peu de mal, surtout à table. Quand Dany était petit, il avait un comportement autistique, était beaucoup plus renfermé qu'aujourd'hui et vivait dans son petit monde. Il adorait aller sur la balançoire pendant des heures, et il voulait toujours aller dans des voitures. Alors on a acheté une carcasse de voiture dans une casse. Elle est sur la pelouse. On l'a customisée. C'est la voiture de Dany. Il y a passé des heures, c'était magique pour lui. Il se racontait des histoires et ça l'apaisait. Cette voiture a aussi un franc succès auprès des autres enfants. Après, il s'est passionné pour les dessins animés. Cela l'a aussi aidé pour le langage. Il joue aussi beaucoup avec tout ce qui est métallique. Quand il est arrivé chez nous, il avait un doudou, un porte-clés avec des dizaines de clés que la pouponnière avait été obligée de lui faire car il volait toutes les clés. Il partait à l'IME avec, dormait avec, ne pouvait pas s'en passer. Quand je l'emmenais dans un magasin, il fallait lui acheter des boulons. Je pense toujours à la conférence du Dr Boutson qui disait que plus on avait eu un vécu dur, plus on s'attachait à des objets durs. Il y a quelque chose de cela chez Dany. Assez vite l'IME l'a aidé à se détacher de ce doudou. À la maison, on a mis en place d'autres doudous. Aujourd'hui, il aime toujours les objets métalliques, jouer avec des sacs de vieilles pièces. Mais il n'a pas du tout la notion de l'argent. Avec 3 €, il veut acheter une voiture. Son doudou maintenant, c'est un sac à pyjama. On avait un petit mouton en peluche qu'il a mis dans le sac. C'est la maman mouton qui a son bébé mouton. Il le laisse dans le lit. C'est comme s'il avait peur de ne pas revenir. Le doudou est là qui l'attend, et qui l'oblige à revenir à la maison. C'est un garçon qui a besoin de rituels. Nous en avons mis beaucoup en place. Par exemple, le soir quand il va se coucher, il faut lui lire une histoire et écouter toujours les mêmes vieilles cassettes qu'on passe en boucle. Dany va dans une famille relais 1 fois par mois. Au début, il faisait des crises chez l'assistante familiale parce qu'il m'attendait. Puis, quand cette assistante familiale a pris sa retraite, il est allé dans un lieu de vie où il va toujours. Il passe aussi un week-end toutes les 3 semaines chez sa maman. Le plus dur pour nous, ce sont les week-ends. C'est impossible de faire quoi que ce soit avec Dany. Si l'on invite des amis, il est pénible. Alors, on ne va plus chez les amis. Dans la famille, cela peut bien se passer mais il est toujours imprévisible. Mes enfants ont aussi plus de mal, car ils ne vivent plus au quotidien avec Dany. Mon avant-dernière fille qui avait 8 ans à l'arrivée de Dany, en a 20 maintenant. Elle n'a pas su nous dire quand ça n'allait pas, et nous n'avons rien vu. On était dans l'empathie, alors nous n'avons pas imaginé certaines de ses souffrances. Dany a pris beaucoup de place et j'ai été de ce fait, moins disponible pour elle. Un soir il m'a dit « Je suis le bébé chat et tu es la maman chat ». Cela a été une plaisanterie pendant quelques jours, et puis c'est resté. Quand on se croisait avec sa maman, Dany m'appelait maman. J'étais gênée. Mes enfants m'appelaient maman. Alors cela a été compliqué, quand il a commencé à parler, de lui dire de ne pas m'appeler maman. J'essayais toujours de mettre mon prénom à la place. Puis il a commencé à m'appeler maman chat, et ça s'est installé. Maintenant, il m'échappe après le prénom de mes enfants et des conjoints. Il m'appelle de plus en plus Valérie ou Valérier chat.
parfois il nous compare à des chats sauvages qui sont sur la ferme. Regarde celui-là, on dirait Papa Chat. Il en joue aussi. Nous sommes la famille d'accueil chat. Maintenant, avec l'adolescence, il commence à dire des gros mots. Avant, il n'en disait pas. Il peut avoir un langage un peu ordurier, insulter les inconnus. Il est dans une relation à l'autre un peu désinhibée, alors il aborde tout le monde en sortant des mots orduriers. Il commence aussi à être dans la contestation, comme un adolescent. Mais c'est plus compliqué parce qu'il n'a pas toujours la notion du danger. Il veut essayer d'être le chef, d'imposer ses idées. Mon mari doit faire preuve de plus d'autorité pour le canaliser. Danny est baraqué, un peu brutal dans ses manifestations, voire très violent physiquement car il ne mesure pas sa force. Cela fait 2 ans qu'il a une pilosité d'adulte. Certaines nuits, il a des rêves humides. Ce qui m'inquiète, ce sont ses pulsions. Est-ce qu'il va avoir des pulsions qui vont violemment le déborder? On ne sait pas. On fait encore très attention. Danny se reconnaît comme handicapé. Il dit qu'il est handicapé de la main. Je ne sais pas ce qu'il perçoit de son polyhandicap. Il se projette dans une vie normale, avec un travail, garder les camions la nuit, se marier. Il a envie aussi d'aller en internat, comme mes propres enfants, pour apprendre un métier. Mais on ne sait pas encore s'il ira en mât, en face en femme. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'orientation. Avec mon mari, nous nous sommes beaucoup attachés à Danny. C'est un peu comme notre enfant. Il a apporté de la richesse à notre famille, du point de vue de l'ouverture. Le fait que tous nos enfants se soient orientés vers des métiers du social n'y est pas étranger. Pour ma part, j'ai toujours eu cette fibre, mon mari qui est agriculteur aussi. Nous avons toujours pensé être famille d'accueil. Le fait d'accueillir un enfant porteur de handicap ne nous renvoie pas de culpabilité, comme les parents peuvent en ressentir. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a des relais. J'apprécie le travail d'équipe, le fait de pouvoir échanger, d'être écouté. Je me suis découverte patiente. Une patience que je n'ai certainement pas eue avec mes propres enfants. Mais le fait d'avoir eu 6 enfants lui a permis de picorer un peu partout. Et puis, on est tellement investi dans notre désir de le faire évoluer. Alan, une aventure professionnelle et personnelle. Bevinda Laert. En mars 2007, nous avons accueilli Jason, alors âgé de 5 ans et 8 mois. Jason a vite trouvé sa place au sein de notre famille, s'y sentait bien et gérait remarquablement la double parentalité. C'est dans ce contexte qu'en février 2009, ma référente professionnelle m'a annoncé l'arrivée possible d'un petit garçon, âgé de 4 ans et 8 mois, placé en unité d'accueil et d'orientation, UAO, et a débuté alors la démarche de préparation à l'accueil. Présentation de la situation et réflexion. Le référent et la psychologue de l'équipe chargée de la prise en charge m'ont rendu visite 2 semaines plus tard pour me parler de l'enfant pressenti en accueil chez nous. J'avais préparé l'entretien et à son issue, je savais que le service envisageait de me confier Alan, né le 25 juin 2004 dans les Vosges où il avait vécu avec ses parents, séparés depuis, placé en UAO à la demande de la maman et qu'une décision judiciaire était intervenue en fin d'année suite au décès de l'oncle chez qui il vivait avec sa mère. La situation était revue tous les 6 mois en audience. Aucun lien n'était maintenu avec le père et la famille paternelle. Alan était fils unique, la mère bénéficiant d'un droit d'hébergement le week-end, d'une visite le mercredi et d'un séjour durant les vacances scolaires. Il voyait sa famille maternelle, et était hébergé chez sa grand-mère sur le temps des vacances de sa mère. Il était pris en charge en hôpital psychiatrique, 2 journées complètes plus 2 demi-journées et scolarisé 2 demi-journées en petites sections avec l'aide d'un AVSI. Une équipe de suivi de scolarisation était en place. Alan avait des soucis de santé, présentait des difficultés de langage et de comportement, portait la couche, jouait au memory. Mais les progrès du début du placement s'étaient taris, et il n'évoluait plus. Le projet était de le stabiliser. Mes interlocuteurs partis, j'ai reconstitué le planning hebdomadaire d'Alan et à sa lecture, je me suis aperçu que j'avais 2 midis et 2 demi-journées pour travailler à son intégration et à son apaisement. Le reste du temps il dormait ou était ailleurs. La situation nous apparaissait à moi-même et à mon époux,
complexe et l'objectif annoncé comme un défi que nous voulions relever pour tenter d'aider Alan, mais les mouvements et rythmes freinaient. Le lendemain, j'ai téléphoné au référent et le planning retravaillé, la rencontre devenait possible. Préparation à l'accueil. La première réunion a eu lieu au Centre psychiatrique de Nancy, CPN, où j'ai rencontré l'équipe médicale, puis après un entretien téléphonique avec l'éducatrice de l'UAO, j'ai rencontré Alan pour la première fois sur son lieu d'accueil. Au premier regard, j'ai trouvé que c'était un bel enfant, petit et maigre. J'ai tenté d'établir un contact mais il m'a craché au visage en poussant un hurlement strident, accroché au cou de l'éducatrice. Après un temps d'acclimatation, j'ai pu lui montrer les photos que j'avais apportées et les lui commenter. À la vue de l'une d'elles, Jason dans un parc d'attractions, il a rompu le silence par des sons incompréhensibles à mon oreille, mais l'éducatrice a traduit. J'ai alors pensé qu'il avait envie d'échanger, et que cela devait être très difficile pour lui de voir qu'on ne le comprenait pas. Avant de nous quitter, il a accepté de se faire photographier et a été si content de se voir sur l'écran de l'appareil qu'il s'est assis sur mes genoux. Lors de ces échanges, j'ai pu voir qu'il louchait des 2 yeux, qu'il bavait abondamment, qu'il mettait toute sa main dans la bouche ainsi que la forme aplatie d'un côté du crâne. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré la mère en présence du référent et de la psychologue de l'équipe. L'angoisse de cette mère était si perceptible que, après avoir répondu à ses interrogations, je lui ai parlé des spécificités de mon métier, de ce que j'apportais à Alan, de ma vision du travail en complémentarité avec les différentes équipes et intervenants et du comment s'était déroulée la première rencontre avec son fils. Elle s'est dit rassurée et a adopté une attitude positive vis-à-vis de l'accueil de son fils à la maison. Lors de sa première visite chez nous, Alan était effrayé, très tendu et est resté agrippé à son éducatrice. Jason était désappointé, ne sachant que faire mais a instinctivement compris la situation et s'est adapté. J'ai expliqué à Alan ce qu'il allait pouvoir faire avec nous, apprendre avec Jason, mais il ne semblait rien entendre. Je sentais l'inquiétude de l'éducatrice, mais, au regard de l'environnement inconnu et des étrangers que nous étions pour lui, j'ai trouvé sa réaction normale. J'ai su ensuite que cette attitude avait questionné les intervenants. Quelques jours plus tard, Alan a passé plusieurs heures avec nous chez nous, et j'ai commencé à lui présenter mon époux et Jason en lui expliquant la place de chacun et la sienne. J'ai compris qu'il ne comprenait pas tout. Au repas de midi, il a refusé de manger, de changer la couche mais paraissait à l'aise dans la maison jusqu'au moment de repartir où il a fait une colère. Pour son premier week-end chez nous, j'ai assuré le transport. En arrivant à l'UAO, Alan attendait dans les bras de son éducatrice et a voulu nous rejoindre dès qu'il a aperçu la voiture sur le parking. Il était calme, nous a reconnus et a rapidement investi la maison et sa chambre. Son état m'interrogeait depuis le début, et j'ai continué à noter ce qu'il nous montrait et durant ces 2 jours. Il refuse de s'alimenter, vomit dans l'assiette, mange des pâtes en infime quantité et avale sans mastiquer. Il refuse de changer la couche, le pot, d'entrer dans les toilettes et la salle de bain, de se vêtir, dévêtir, hurle, tape, crache, se débat. Il mange ses excréments, petite bille. Il met toute la main dans la bouche et bave à longueur de journée comme un bébé qui fait ses dents. Il ne montre aucune autonomie. Il faut tout lui faire, ne tient rien dans ses mains sauf un petit morceau de pain qu'il suce. Il ne sait pas jouer, regard vide. Il présente de grosses difficultés à comprendre ce qu'on lui dit, se fait comprendre par des sons mais aucun mot compréhensible. Il se dandine le corps en courant avec des gestes désarticulés. Enfin, il est associable, s'agite, court partout, frappe, mord, crie, crache sur tout le monde, refuse les gens. À la fin du week-end, je rangeais ses affaires dans sa valise pour le ramener à l'UAO, et il les sortait pour les éparpiller au travers de la chambre. Nous avons alors pensé qu'il ne voulait plus repartir. Arrivé à l'UAO, il a fallu l'arracher de la voiture tandis qu'il hurlait et se débattait, et ne s'est pas calmé sur le trajet qui séparait le portail de la propriété de la porte d'entrée dans le bâtiment. J'étais très triste et me demandais pourquoi on le laissait souffrir alors qu'il devait de toute façon nous rejoindre. Mais j'ai enfoui mes pensées et suis parti rapidement. Pressentant les difficultés et après beaucoup de discussions entre nous,
Nous avons informé notre famille élargie et nos amis de l'éventualité de la mise entre parenthèses de nos rencontres et avons gelé nos sorties, nos week-ends et notre sport, le temps qu'il se pose. Le samedi 2 avril 2009 à 10h, accompagné par Jason, j'ai pris en charge Alan pour une installation définitive au sein de notre famille et quand nous avons chargé ses affaires, il est sorti pieds nus et a couru vers nous, pensant qu'on le laissait. Le travail interinstitutionnel est pluridisciplinaire. Les rencontres organisées tout au long du planning d'intégration m'ont permis de mieux comprendre la situation, le rôle de chaque intervenant et m'ont aidé à me situer en tant que membre des équipes dans le système de prise en charge. Au fur et à mesure, je m'interrogeais sur... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.